e-radio. Il est midi, c'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro, Antoine Diouf à la technique Insensec. La campagne de commercialisation de l'arachide ne se déroule pas sous de bons auspices 5 jours après son lancement. C'est ce qu'ont fait savoir les producteurs du bassin arachidier. Il y a en ce moment des problèmes de financement. C'est pour cette raison que le secrétaire général des producteurs du bassin arachidier interpelle l'État pour que des correctifs soient apportés. Écoutons Cheikhou Cissé avec Hassan Top. Écoutez, moi je pense que la campagne a démarré très timidement, dans la simple mesure où, comme je l'avais tantôt annoncé dans vos ondes, il y a le problème de l'argent qui se pose. Et je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et je l'avais tantôt dit dans vos ondes, pour dire que la responsabilité incombe au ministre des Finances. Les opérateurs qui devaient aller sur le point, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on a eu à décrire comme quoi qu'ils devaient rejoindre le point. Mais finalement, on a un petit nombre qui est sur le point, les autres, on ne les voit même pas. Et donc, c'est ça qui a bloqué tout le système. Et je pense que ce sont les paysans qui sont en train de pâtir parce qu'ils sont en train de brader à 175, 180 francs. Et ceci est inadmissible. Et gouverner, c'est prévoir. Nous avons cru que ces gens-là devaient au moins mettre l'argent sur place, de sorte que quand les arachides sont sortis sur terre, alors les paysans allaient vaquer à leurs occupations pour vendre leurs graines le plus facilement possible et aller sur autre chose. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Nous, on avait eu le flair très tôt pour dire qu'il fallait mettre l'argent sur place pour, en fin de compte, les gens puissent vendre vraiment dans d'excellentes conditions. Mais finalement, je ne sais pas là où ça grince. Parce que moi, je dis toujours que la production, c'est le ministère de l'Agriculture, mais la commercialisation, c'est les finances. C'est lui qui signe les protocoles, c'est lui qui fait tout pour avoir de l'argent et mettre à la disposition des huiliers comme la Sonacos. Mais finalement, on n'a pas eu d'argent sur le terrain. Les producteurs du bassin arachidier ne sont pas contents du déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Implication de la société civile dans le processus de révision du code pétrolier. Le Forum civil fustige le non-respect des engagements pris par le président de la République Macky Sall. Son coordonnateur veut tout simplement disposer des projets de texte relatifs au code, à la répartition des revenus et au local content. Le texte sera bientôt voté à l'Assemblée nationale. Voici Birahim Sek avec Migui Maram Ndiaye. Le président de la République avait pris l'engagement d'impliquer toute la société civile, c'est-à-dire que les projets de texte sur le code pétrolier, le projet de texte relatif au local content, mais également le projet de texte relatif aux revenus issus du pétrole soient partagés aux organisations de la société civile. C'était au mois de juin 2018. Au mois de juillet 2018, le Forum civil a adressé une lettre au président de la République pour lui rappeler les engagements qu'il avait pris devant le peuple sénégalais. Cette lettre est restée sans suite. Au mois de novembre également, le Forum civil a à nouveau envoyé une nouvelle lettre au président de la République pour lui dire que ses services n'ont pas du tout respecté les engagements et les instructions qu'il avait données lors de la concertation autour des revenus du pétrole et du gaz. Tout récemment également, le mois dernier, quand le Forum civil a répondu à une convocation du Costero-Gaz à travers la coalition Publier c'est vous payer, notre représentant a également demandé, sollicité les projets de texte. Et depuis lors, on n'a vu aucune trace de ce projet de texte qui est aujourd'hui partagé par les membres du gouvernement, qui est également entre les mains de certains bailleurs. Donc, nous, on se dit très clairement, du moment où les ressources naturelles appartiennent au peuple, et tout ce qui est fait sans nous est fait naturellement contre nous, c'est pourquoi le Forum civil est sorti pour rappeler au président de la République que les engagements qu'il avait pris, ces services ne les ont pas respectés, et qu'on lui demande également qu'il puisse donner des instructions fermes pour que nous, en tant qu'organisation de la société civile, qu'on puisse disposer du projet de texte sur le code pétrolier, du projet de texte sur le local content, et également du projet de texte sur les revenus issus du pétrole et du gaz. Midi, 6 minutes sur e-radio et partout au Sénégal. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Le Gamou de Pire, c'est aujourd'hui. La cité religieuse a commencé d'ailleurs à accueillir beaucoup de fidèles. Et chaque année, ce sont des milliers de personnes qui sont attendues à cet événement. Au programme, il y aura la cérémonie officielle prévue cet après-midi à 16h. Si vous ne le savez pas, Pire est l'un des premiers foyers religieux du Sénégal et l'enseignement coranique y occupe une place centrale. C'est grâce à cet enseignement que le fondateur de Pire, Serigne Tafsir Abdou Birane Cissé, a contribué à implanter l'islam dans cette localité du département de Tivaouane. Envoyé spécial à Pire, Pape Ibrahima Ndiaye.
À Pire, dans cette cité religieuse, la promotion de l'enseignement coranique est au cœur des actions des autorités religieuses. Une pratique instaurée par son fondateur, Feu Serigne Tafsir Abdou Biran Cissé, et elle est de longue date, confirme Serigne Abdou Cissé, son petit-fils. L'enseignement coranique caractérise la cité religieuse. Il fut des temps, c'était l'université au Sénégal, raison pour laquelle la ville porte le nom de Pire. L'histoire de Pire est liée à la Tidjaniya et l'organisation du Gamou dans ce foyer religieux en est une parfaite illustration. C'est en 1902 qu'on a commencé le Gamou simultanément avec Tivaouane sous l'égide de Maodo. Ici, on célèbre le baptême du prophète. Implanter cette cité précisément à Pire n'est pas un choix anodin, explique Serigne Abdou Cissé. C'était une façon pour le fondateur de combattre les colons. Le premier député noir, Blaise Diagne, venait ici souvent pour battre campagne. C'est le début de ses relations avec le guide religieux. Ils ont échangé sur le projet d'implantation d'une mosquée. À Pire, dans ce haut lieu de l'enseignement coranique, les talibés viennent de partout pour célébrer cette 116e édition de ce Gamou. Pape Ibrahima Ndiaye, Pire, iRadio. Un samedi très politique avec l'investiture de 3 candidats déclarés. À l'instant, c'est Maître Aïssata Tall Sall de Oser l'Avenir qui est investi par sa coalition. Dans l'après-midi, ce sera au tour du professeur Issa Sall du PUR et de Mamadou Diop Decroix d'AJ-PADS d'être investis. L'on s'achemine allègrement vers la présidentielle de février 2019 et en ce moment, les différents candidats déclarés sont en train soit d'être investis, soit de déposer les noms de leur coalition au Conseil constitutionnel ou bien tout simplement verser leur caution à la Caisse des dépôts et consignations. C'est le cas de Karim Wade qui a déposé hier sa caution en attendant de poser un autre jalon, puisque la caution n'est qu'un élément parmi tant d'autres pour ceux qui veulent être candidats à la présidentielle. Sur la question, voici l'éclairage de l'expert électoral Ndiaga Sylla au téléphone de Falou. Je vous dis que la caution fait partie des dossiers de candidature. Donc, ce qui veut dire qu'en même temps qu'on dépose en fait donc les autres pièces, le casier judiciaire, l'extrait de naissance, l'attestation par laquelle on est et même le parrainage, on dépose aussi donc la quittance et l'attestation certifiant en fait donc du dépôt de ce cautionnement-là. Et maintenant, si jamais la candidature est rejetée, est-ce qu'on peut avoir un droit au remboursement donc, de la caution qu'on a déposée? Voilà. La caution est remboursée dans 2 cas. Dans le premier cas, on rembourse la caution à tout candidat ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Et cela intervient dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Dans le deuxième cas, c'est justement lorsque la candidature est irrecevable. Là aussi, c'est dans les 15 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel qu'on rembourse en fait donc le cautionnement. Il est aussi important de savoir que ce remboursement est effectué sur présentation de l'original en fait donc de la quittance de dépôt et de l'attestation de mail levé signé par le ministère chargé des élections. En plus bref, l'Assemblée nationale boucle cet après-midi la session budgétaire. Depuis une dizaine de jours, les différents ministères se sont succédés devant la représentation nationale. L'attraction cinématographique de la semaine prochaine, l'avant-première du long-métrage Yahoo, l'avant-première mondiale dont l'acteur d'origine sénégalais Oumar Sy joue le rôle principal. La projection va se faire mardi au Grand Théâtre de Dakar. De quoi parle Yahoo? On voit ça avec Ousmane Gueye. Mon nom c'est Yahoo. Tu viens d'où? Originaire de Saint-Louis, le jeune garçon Yahoo, dont vous entendez la voix, fugue du Nord pour débarquer à Dakar. Un chemin long de 400 km dans le seul but de rencontrer son idole Seydou Tall. Et ce Seydou Tall, c'est Omar Sy dans le long métrage. Face à la détermination de son jeune admirateur, Seydou Tall, donc l'acteur français sénégalais d'origine, décide d'abandonner ses obligations pour accompagner Yahoo. Tu nous as planté, t'as bien vu? Oui, mais j'avais fait à manger. Ça se fait pas. On va allumer ta ceinture. Il n'y en a pas.
Ce chemin du retour fait prendre conscience à l'acteur principal que le retour vers ses racines peut lui apporter beaucoup, comme l'explique le synopsis du film. Un film réalisé par le français Philippe Godot qui n'en est pas à ses débuts puisqu'on lui doit Le 8e jour, Les Trois Frères ou encore Leur Tour. Le tournage se passe au Sénégal, Dakar, Thiès, Podor, Lompoul, Diofior et bien sûr Saint-Louis. La grande première mondiale cesse mardi au Grand Théâtre. C'est la terre de tes ancêtres, tu dois y aller. Pourquoi t'as fait ce voyage tout seul? Je suis qui pour un gamin comme toi? L'actualité internationale sur e-Radio. Midi, 13 minutes, l'actualité internationale avec les chefs d'État du G5 Sahel qui sont bien satisfaits de leur rencontre avec les bailleurs. C'est par rapport au financement de la force du G5 qui, je le rappelle, regroupe la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. C'est un obstacle à l'accomplissement des missions de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Les chefs d'État étaient réunis à Nouakchott dans le cadre d'un sommet extraordinaire et les partenaires ont promis plus de 1200 milliards de francs CFA pour le financement de la deuxième phase du programme d'investissement prioritaire de l'organisation pour les 3 années à venir. Pour le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, le G5 Sahel avance bien. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, et nous nous en félicitons, la force conjointe du G5 Sahel est en train de se mettre en place. Le collège de défense est fonctionnel. La coordination entre les états-majors de nos armées s'est nettement améliorée et notre capacité collective à anticiper, prévenir ou réagir à la menace terroriste s'est considérablement accrue. Les Nations Unies marquent le 70e anniversaire de la Convention sur le génocide adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1948. À ce jour, 149 États ont ratifié ou adhéré à la Convention. Lors de cette célébration, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les 45 États qui ne sont toujours pas partis à la Convention, qui ne font pas partie de la Convention, à y adhérer et à faire en sorte que les communautés touchées par ce crime puissent raconter leur histoire, créer un historique de ce qui s'est passé et le cas échéant, obtenir réparation. Un appel dont s'est fait donc l'envoyé spécial de l'ONU pour la prévention du génocide. Écoutons Adamadien. Malheureusement, depuis l'adoption de la Convention sur le génocide en 1948, nous avons trop souvent assisté à la perpétration de génocides ou d'autres crimes internationaux graves aux 4 coins du monde. Aucune région n'a fait exception. En 1994, c'était le génocide des Tutsis au Rwanda. En 1995, c'était le génocide de Srebrenica. Plus près de nous, nous avons eu ce qui certainement, devant une juridiction, sera déterminé comme un génocide. Je parle du génocide des Yazidis. Et encore, une commission mise en place par le Conseil des droits de l'homme a conclu à un génocide perpétré contre les Rohingyas au Myanmar. Mais bien entendu, pour cette question, il faudra une détermination par un tribunal indépendant. Aussi longtemps que la menace de génocide planera dans notre société, nous aurons toujours besoin de la Convention sur le génocide. Et puis la 27e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement annonce un partenariat avec Solar Impulse pour garantir un meilleur accès à l'électricité dans les pays en voie de développement, les pays en développement. Les précisions de Catherine Boissou, porte-parole de la 27. Il n'y aura pas d'activité économique si on ne garantit pas un accès à l'électricité décent. Avec 2 heures d'électricité par jour dans certains pays, aucune multinationale, aucun hôpital, aucune start-up ne pourra fonctionner correctement. C'est pour cette raison que la CNUSED va s'associer avec Solar Impulse, qui a créé une alliance mondiale pour les solutions efficaces, the World Alliance for Efficient Solutions. Il s'agit pour cette alliance mondiale de repérer les 1000 projets qui vont permettre de faire avancer le développement et notamment en termes d'énergie.
et nous serons partenaires pour les identifier et ensuite pour diffuser ces projets auprès des gouvernements qui sont nos États membres. Il s'agit donc de transformer la structure économique des pays les moins avancés notamment et de leur permettre un accès à l'énergie qui permettra de développer des capacités de production susceptibles de créer de la richesse, de redistribuer des revenus et d'améliorer le sort des populations concernées. Le journal des sports de e-Radio. En ouverture de cette page des sports, la CAN de beach soccer Égypte 2018, le Sénégal vient de gagner son premier match devant le Nigeria par tir au but, 2-1 en temps réglementaire, mais après les tirs au but, donc 2-1 temps réglementaire, c'était 4-4. C'est bien cela. Sport triathlon. Les championnats d'Afrique s'ouvrent demain à Dakar. Les triathlètes sénégalais ont clairement affiché leurs ambitions lors de la 5e journée et dernière journée d'ailleurs du championnat qui s'est déroulé au Cap Skiring pour la Fédération de triathlon. L'objectif pour le Sénégal est d'être sur le podium. C'est Kousseidi. C'est au Cap Skiring lors de la 5e et dernière journée du championnat de triathlon que les triathlètes se sont préparés. Les ambitions pour ces championnats d'Afrique sont affichées. Anta Ndiaye est champion du Sénégal de triathlon. Le 9, je vais augmenter l'entraînement pour triompher à la première marche du podium, gagner pour pouvoir lever le drapeau du Sénégal. Faire bonne figure dans ces championnats d'Afrique ouvre des opportunités et permet de prendre part à des compétitions majeures. C'est l'avis de Mamadou Ndoye Diop, champion du Sénégal de triathlon. Les Coupes d'Afrique, ce sont des compétitions qui vous permettent de gagner des points pour qualifier dans des autres compétitions comme les World Cup. Gagner, ça me motive parce que ça me donne la confiance que je suis toujours dans le rythme des internationaux. Cette compétition s'annonce rude, mais le Sénégal qui l'abrite compte occuper l'une des 3 premières places du podium. Boubacar Gueye est le président de la Fédération sénégalaise de triathlon. Pour dire vrai, c'est une compétition, ce sera une compétition de niveau relevé. Les 3, parmi les 5 meilleurs du monde, les 3 sont à Dakar. Vous savez que ça, c'est le Sud-Africain qui fait partie des 3 meilleurs du monde. Et là, même au niveau du classement africain, cela veut dire que nous, aujourd'hui, notre option, c'est d'être au moins 3e dans les élites. Si déjà nous sommes sur le podium, je pense que c'est important pour une première. Les championnats d'Afrique de triathlon prévus ce dimanche vont être âprement disputés. Il faudra donc batailler ferme pour être sur le podium, tant convoité. Championnat national de football Ligue 1, début de la 5e journée ce samedi et les compétitions vont se poursuivre demain. Le point avec Cheikh Diop. La 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise commence ce samedi. Après sa défaite la semaine dernière, le Stade de Mbour reçoit le Ndiambour de Louga pour se relancer. Quant au Ndiambour, ils doivent gagner pour se rapprocher du podium. Après une bonne série, Dakar Sacré-Cœur était accroché la semaine dernière par la Linguère de Saint-Louis, 2 buts partout. Ils devront ainsi se relancer ce week-end face à l'US Gorée 6e. La suite de cette 5e journée se jouera le dimanche. Le leader Génération Foot se déplace à Ziguinchor pour y affronter les Casa Sport. Les Grenats devront confirmer leur bon début de saison face à un Casa Sport qui a toujours du mal à décoller. Avec le même nombre de points, l'AS Douane et le Teungueth FC vont s'affronter ce dimanche. Le vainqueur va se rapprocher du peloton de tête. La Linguère de Saint-Louis, qui sort d'un nul 2 buts partout face à Dakar Sacré-Cœur, va à l'assaut du dernier Mbour Petite Côte. Après 4 matchs, les Pélicans n'ont enregistré qu'un seul point. Le choc du week-end opposera le co-leader AS Pikine à Niary Tally. Les Galactiques, qui sont à la 10e place du championnat, vont défier Pikine dans la chaude ambiance du stade Alassane Djigo. Le dernier match de cette 5e journée se jouera le lundi entre la Sonacos de Diourbel et les Girafes de Dakar. À la peine en championnat, les Médinois ont obtenu une qualification au second tour de la Ligue africaine des champions. Ils reçoivent ainsi un Sonacos aussi mal en point en championnat avec seulement 3 points. En Ligue 2 également, la 5e journée se joue à partir de ce samedi. Duc reçoit Africa Promo Foot, Renaissance de Dakar accueille l'Union sportive de Ouakam et Djambar se déplace à Fatick pour affronter Diamono. Etix de Mboro fera face à Yigo ce dimanche. Le Port autonome de Dakar reçoit Guédiawaye. Keur Madior accueille AJ Fatick et Amitié FC se déplace au CNF de Thiès. Cheikh Diop, merci. Retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun et ses conséquences. Le journaliste Aboubakri Ba interpelle les gouvernants. Selon le directeur général du groupe de communication CIS Média en Guinée, les pays ne doivent pas attendre d'être candidats pour installer des infrastructures. L'ancien journaliste de Canal et de la RTS pense que c'est là où le bas blesse.
Il était l'invité de l'émission e-sport sur la 90.3. Bakriba est interrogé à sa sortie par Migui Marandiaï. C'est dommage pour le football africain, c'est dommage pour la CAN, pour la vitrine des compétitions en Afrique, que cette compétition, que cette vitrine s'installe dans un flou à quelques mois seulement de sa tenue. Parce qu'aujourd'hui, on est à quoi? On est à 7 mois maximum du début de la CAN, un peu moins de 7 mois d'ailleurs du début de la CAN, et on ne sait pas où ça va se jouer. Aujourd'hui, je pense que l'imbroglio, comme je dis, dans lequel est le football, l'organisation des compétitions africaines, doit interpeller tous les gouvernants. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait inverser les choses. Les gouvernements africains sont conscients que leurs pays ont besoin d'infrastructures sportives. Est-ce qu'il faut attendre juste qu'on vous attribue une CAN pour que vous attelez à la construction de ces infrastructures? Est-ce que la CAN ne devrait pas peut-être pas changer ses manières de faire? On attribue la CAN qu'aux pays qui ont déjà des infrastructures. Ça va peut-être pousser les gouvernants, conscients de la nécessité pour eux de mettre des infrastructures sportives à la disposition de leur jeunesse, de faire le nécessaire avant de faire la démarche d'aller voir la CAN et de dire on a les infrastructures, on a les instruments adéquats pour organiser une CAN, et là la CAF pourra décider. Je pense que c'est peut-être un moyen de sortir de ce labyrinthe, parce que c'est vraiment pas digne de la plus grande compétition du continent. C'était notre confrère Abou Bakriba. C'est tout pour cette page des sports. La suite du journal, c'est dans un instant. GD16 vous offre la revue de presse. Ousmane Gueye a parcouru les différents journaux. Qui doutait de la détermination de Karim Wade à participer à la prochaine présidentielle? Le seul et unique candidat du Parti démocratique sénégalais est passé à la caisse pour s'acquitter des 30 millions. Oui, Wade fils a déposé sa caution pour prendre la une de Libération de ce week-end. D'après les confrères, c'est le coordinateur national des libéraux qui s'en est chargé. Omar Sarr s'est rendu dans les locaux de la caisse de dépôt et consignation hier avec la ferme conviction que le PDS va être représenté en février. La demande d'inscription sur les listes électorales de l'ancien ministre rejetée, mais il veut tout de même y croire. Désormais, rappel enquête, toute son attention est orientée vers la Cour suprême. Malgré les débats et autres déclarations guerrières des tenants du pouvoir, Karim Wade et son staff restent droits dans leurs bottes, constatent les Échos, qui annoncent que Thierno Bocoum a aussi déposé sa caution. Et pendant ce temps, Aïssata Tall Sall se prépare pour son investiture. Cérémonie ce samedi au Théâtre National Daniel Sorano, tandis que Mamadou Diop Decroix sera à la place du souvenir, révèlent encore les Échos. Les différents acteurs ont de quoi presser le pas à seulement 2 mois de l'élection. Sud Quotidien redoute des cas de forclusion et même plusieurs pour manquement aux règles, dont le choix d'un nom différent de celui des partis légalement constitués, choix à communiquer au greffe du Conseil constitutionnel par le mandataire au plus tard la veille du dépôt de la déclaration de candidature. La démocratie sénégalaise se porte-t-elle bien au regard de la situation actuelle? Ne cherchez surtout pas à convaincre Tiken Diafa Koli. Selon le rappeur, elle serait sur une pente dangereuse. Les emprisonnements des opposants politiques créent de la frustration et des énervements. Et cela peut engendrer beaucoup de querelles, explique le chanteur à la page 7 de l'As. Interview dans laquelle le rappeur qui avait été expulsé du Sénégal, sous Abdoulaye Wade, estime toutefois que dans l'ensemble, le Sénégal se porte bien pour n'avoir jamais connu de coup d'État. Sidi Lamignas, lui, a connu une mobilisation populaire énorme sur la route de Kaolack. Le défunt président directeur général du groupe Walfadjri, accueilli par une foule immense, une foule des grands jours, écrit les Échos. La preuve, il a fallu plus de 2 heures pour l'inhumation de celui qui a consacré toute sa vie à défendre la liberté d'expression. Il repose désormais dans le nouveau mausolée de Léona Niassène, informe de son côté Sud Quotidien. Mais le gouvernement aurait-il boudé l'horreur éternelle pour prendre enquête? Sidi Lamignas enterré sans l'ombre d'aucun ministre de la République, le gouverneur de Kaolack, seule autorité administrative présente aux obsèques, regrette le journal. Peu importe, semble dire Source A, puisque le peuple était là. De Kharialla à Léona Niassène en passant par Thiaroye et Diamniadio, les Sénégalais ont versé de chaudes larmes devant le cortège funèbre. En sport, la gestion des fonds alloués à la lutte en question. Boy Kairé et Khadim Gadiaga appelés à donner des explications, c'est à la une de Sunoulam.
Lamb. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce midi, donc la campagne de commercialisation de l'arachide est mal partie. 5 jours après son lancement, les producteurs qui le disent déplorent le manque de financement et demandent à l'État de réagir le plus rapidement possible. Le Forum civil dénonce le non-respect des engagements pris par le chef de l'État. C'est par rapport à l'implication de la société civile dans le processus de révision du code pétrolier. Birahim Seck interpelle les autorités au moment où l'on s'apprête à voter le texte à l'Assemblée nationale. En politique, la série d'investiture des candidats à l'élection présidentielle se poursuit. Maître Aïssata Tall Sall, le professeur Issa Sall et Mamadou Diop Decroix investissent ce samedi. Dans l'actualité religieuse, Pire constitue la grande attraction du jour avec la célébration de son Gamou. La cité religieuse commence à accueillir beaucoup de fidèles. Et puis l'actualité internationale, les chefs d'État du G5 Sahel sont bien satisfaits de leur rencontre avec les bailleurs en financement de 1200 milliards de francs CFA promis à l'organisation. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insensec. Réalisation, c'est Kousseidi. 13h, vous avez rendez-vous avec Hassan Top. Tout de suite, Salimto suivra le journal de la foire avec Amina Tandong. Excellent après-midi à toutes et à tous. Udan wa tiqa abatan ya rabbi